Et donc, on a préparé donc, une présentation sur, qui est basée sur les travaux qui ont été menés depuis 2011 et qui ont été fait l'objet d'une soutenance de thèse donc, l'année dernière par Marie Toussaint, qui était une thèse sur les pratiques et les usages du feu en milieu kanak. Et titre de thèse, donc une thèse en socio-anthropologie, donc un document voilà, de costaud, plutôt de 700 pages pour le document complet. Donc Marie Toussaint, évidemment, a contribué à cette présentation. Donc on va faire la présentation à deux voix, en sachant qu'on va juste vous présenter qu'une toute petite partie des résultats de la thèse de Marie Toussaint, plutôt sur les pratiques et les usages du feu aujourd'hui dans le monde kanak contemporain. Mais dans sa thèse, je vais vous proposer un très très rapide panorama au tout début de présentation pour vous montrer qu'il y a aussi plein d'autres choses qui ont été traitées. Mais on a fait le choix de se concentrer sur un élément en pensant que c'était l'élément qui était peut-être le plus intéressant pour vous pour ce forum. Jean-Jérôme, je te laisse Merci, faire madame. l'intro. Alors, d'abord, il y a une première slide sur... Puis ça marche. Non, ça marche pas, bien faut sûr. que tu Attends. cibles le truc. Si, ça devrait marcher. Ici, il se réveille. Sinon, je vais faire comme ça. Ouais, c'est déjà beaucoup pour moi. Hein. Ok, donc ça marche plus. Si, ça veut bien. Ça y est, c'est bon. Ouais. Alors, l'origine du travail, ouais, donc c'est un petit peu une présentation du contexte en point sonore. On va voir si ça veut bien remarcher. Donc, pour faire vite, le contexte, c'est que ça fait plus de 30 ans, et je suis gentil, qu'il y a de la communication sur le feu, c'est mal, c'est caca, faut pas mettre le feu, quoi, on va simplifier. Comme on l'a déjà dit, la province nord est régulièrement championne du monde de Nouvelle-Calédonie des surfaces brûlées. On tient la tête à peu près tous les ans. Et que les départs de feu, ils sont à peu près tous volontaires. Donc les 30 ans de com, il y en a eu des exemples dans la salle hier. Donc vous avez vu, c'est le feu en forme de, je sais pas quoi, de diablotin en train de manger la forêt, c'est le feu tue, le feu ou la vie, enfin, etc., etc. Tout le monde connaît toutes ces campagnes, qui sont pour certaines très anciennes, pour certaines assez récentes. Et pour ce qui est de la province nord championne des incendies, vous avez pu voir, il y avait des cartos intéressants hier, que par exemple, l'indice de combustibilité, je crois, l'IFM, et ça a été dit par Fabien, je crois, la carte de l'IFM ne correspond pas, bizarrement, avec la carte des incendies. Ces deux cartes ne se recouvrent pas. Ça veut donc dire que le fait que le milieu soit combustible et qu'il fasse chaud, ça n'explique pas les incendies, évidemment. Parce que tous les départs de feu sont à peu près volontaires, à 99,99%, je pense. L'histoire du tesson de bouteille ou de la foudre, bon, c'est bon pour les enfants, mais enfin ça doit arriver une fois tous les 36 du mois. La plupart du temps, avant un feu, il y a une allumette ou un briquet et il y a une main qui la tient, ou qui le tient avant. Donc le constat de tout ça, voilà, c'est qu'est-ce qui se passe, quoi, puisqu'on dépense beaucoup d'argent à faire des campagnes de com, etc. Chacun dans son rôle, y compris tous les acteurs qui sont ici, mais pourtant il ne se passe rien. Donc on peut dire que moi en particulier, comme beaucoup d'entre vous, agents de service public, on est en train de cramer de l'argent de la collectivité, donc les impôts de tout le monde, pour un résultat qui est nul. Puisque visiblement la surface est toujours la même, donc ça pose quand même des questions. J'ai contribué à tout ça, moi, personnellement. Hein. Si vous lisez la thèse, vous en apercevrez. Le feu ou la vie, par exemple, c'est moi. Magnifique. Magnifique connerie. On va en reparler peut-être. Alors, avant de continuer, donc, je voulais aussi faire une série de petites remarques liminaires, dont certains sont en forme d'excuses. D'abord, ça va être un peu long, parce que c'est difficile de parler d'un phénomène anthropologique en 2 cartes et 3 satellites et 3 trucs. Ce n'est pas un jugement de valeur sur le travail des collègues, hein, mais c'est un phénomène un peu plus flou, la nature humaine. Donc ça va être un peu long. Pourquoi ça va être long ? Parce qu'en plus, deuxième excuse liminaire, on est hors sujet. Le forum, c'est la lutte contre les incendies. On ne va pas du tout vous parler de lutte, je pense, mais pas une seconde. À aucun moment, on va parler de lutte contre les feux. Donc que les gens ne soient pas choqués, ça n'enlève rien au bénéfice de tous les collègues et de tous les gens qui sont dans la salle et qui luttent contre les feux, voire même qui risquent leur vie, malheureusement. Mais nous, on ne va pas parler de lutte. La présentation ne porte pas du tout sur cet angle-là.
et la thèse dont on va parler. Donc voilà pour les remarques liminaires. Et autre remarque liminaire qui m'est venue pendant le forum, c'est que ça fait 1 jour et demi, donc on parle sur le même ton que les campagnes. Le feu c'est pas bien, le feu c'est mal, le feu ça tue, ça fait des dégâts, ça abîme des trucs, ça brûle des choses, etc. Ça coûte millions, milliards, machin, hélicoptères, etc. C'est vrai, c'est tout à fait vrai. Mais pour vous signifier qu'est-ce que va être le contenu et qu'est-ce qu'est le contenu de la thèse, personne n'a jamais évoqué combien ça rapporte. Je suis volontairement un petit peu piquant, mais je veux dire, il y a des gens qui mettent le feu. Donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ont un intérêt à ce que ça brûle. Sinon, ils ne le feraient pas. Personne n'a calculé le bénéfice du feu. Donc je me suis amusé à faire un truc, enfin amusé. Je me suis amusé à faire quelque chose. Il se trouve que l'IRSTEA, donc c'est l'Institut pour la recherche scientifique et technologique pour l'environnement et l'agriculture, l'ancien CEMAGREF. Il y a quelqu'un à l'IRSTEA en 2002, enfin une équipe, qui a, on va faire un peu de physique, vous allez retomber un peu dans l'enfance, qui a calculé, enfin qui a proposé, avec des pompiers de métropole, il a catégorisé les feux en 5 classes d'intensité, et il a calculé, ou il a démontré l'énergie qui était déployée, en watts, c'est de la physique. Et donc j'ai pris l'exemple, on va dire, peut-être le plus favorable, c'est-à-dire ce que lui appelle des feux de faible puissance. Donc pour parler pompiers, ça veut dire je lis, vous m'excuserez, fumée blanche, menace moins de 10 hectares en fin de feu, des sautes de feu de 0 mètre, c'est-à-dire insignifiantes ou absentes. La puissance moyenne, moins de 350 kW. Prenons 200 kW. Oui, soyons 200 kW, donc 200 000 watts par mètre de front de feu. Bon, alors c'est intéressant parce que cette puissance-là, donc du coup je me suis amusé, j'ai continué à faire de la physique. 200 kW, c'est ça. C'est un tracteur de 250 chevaux. Voilà. 250 chevaux, alors vous savez où ça brûle, vous savez qui sont les gens qui sont parfois à l'origine des incendies. Donc ça, c'est un tracteur de 250 chevaux, et là, moi, dans ma poche, j'ai 10 francs, j'ai à peu près 50 tracteurs de 250 chevaux dans ma poche. Ils tiennent dans ma poche, je peux les amener partout où je veux. Ça me coûte, j'en ai 5 pour 1 franc, du coup. 0,2 francs le truc. Ils n'ont pas de chauffeur, ils ne consomment pas de gasoil, ils travaillent tout seuls, ils se multiplient même tout seuls, il avance à 400 mètres par heure, et il fait le travail de l'équivalent de 250 chevaux de mécanique. La conversion, s'il y a des physiciens dans la salle, ne me jetez pas la pierre, elle n'est pas complètement exacte, parce que 250 chevaux d'énergie d'un moteur, c'est pas 200 kW d'énergie thermique. Je remonte à tout le monde. Voilà. Donc ça c'est intéressant, quoi, de se demander... on a beaucoup parlé de pyromanes, de délinquants, de déviants, de gens vertueux qui ne mettaient pas le feu. Mais finalement, c'est ce qui est fou. Celui qui a trouvé un tracteur de 250 chevaux qui se vend par paquet de 50 pour 10 francs, c'est une question qui se pose quand même. C'est une question qui nous a interrogés, quoi, voilà. Donc je sais que les réactions vont venir, mais c'est le but. Voilà. Donc, comment ça se fait que voilà, on dépense beaucoup d'argent, on travaille et tout, pourtant ça crame. Les gens passent, regardent, ça a été dit, etc. Donc nos actions pas très efficaces. Donc, à un moment, moi et d'autres, on s'est quand même dit, est-ce que par hasard le discours officiel qu'on sert aux gens, il n'est pas un peu à côté de la plaque peut-être? Comment ce discours officiel il s'est fabriqué? D'où il vient en fait? Parce qu'on répète, moi le premier, ouais, le feu c'est pas bien, etc., etc. Et est-ce que le feu, ça serait pas plusieurs feux, quoi? Ça serait pas les feux, parce qu'on dit le feu tue, le feu c'est mal, mais en fait, vous le savez vous aussi, les professionnels du feu, le feu c'est plein de choses différentes, quoi. Donc c'est de là que ça vient la thèse. C'est-à-dire qu'en 2011, moi j'ai commencé à gratouiller, moi et d'autres, et puis je suis allé voir les gens qui encadrent des thèses, c'est-à-dire pas moi. Donc c'est une thèse en anthropologie qui a été cofinancée par un dispositif national qui s'appelle CIFRE, Convention industrielle, je ne sais plus quoi, pour la recherche, qui a été soutenue en mars 2018. Donc c'est beaucoup de travail, Séverine y reviendra. Il y a eu beaucoup d'entretiens, beaucoup de temps passé sur le terrain. Et donc voilà, c'est nous qui avons accueilli la thésarde dans le cadre de ce dispositif CIFRE. C'était en partenariat avec l'IAC et l'IRD, qui étaient les directeurs et co-directeurs de thèse. Et c'était financé par l'NRT, son dispositif CIFRE. Et c'est Marie Toussaint, qui est ici, qui a travaillé le sujet un peu difficile. À toi. Du coup, vous le voyez, il y avait une question qui était un petit peu compliquée pour l'étudiante qui lui était posée. Donc, elle avait 2 objectifs principaux.
Le premier, c'était vraiment d'essayer de comprendre l'articulation entre pratique contemporaine du feu en milieu kanak, c'est-à-dire pourquoi justement les gens utilisent le feu, puisqu'on l'a tous dit, même si on vient pour faire de la sensibilisation, on voit que derrière ça fume. Comment sont gérés les incendies et les feux de brousse, comment ça rencontre, ces pratiques rencontrent la gestion des incendies, des feux de brousse, et toutes les politiques de conservation de l'environnement menées en province nord. Et quelque part, la question secondaire qui était sous-jacente, c'était d'essayer, ce qui est toujours délicat pour un jeune chercheur, de fournir un appui à la formulation pour essayer de transformer la politique environnementale en province nord, et c'était notamment la question du service de Jean Jérôme. Du coup, comment essayer d'améliorer l'efficience des politiques de sensibilisation, de prévention, etc. Donc Marie Toussaint est partie sur le terrain. Elle a fait plus de 140 entretiens formalisés, retranscrits, etc. Elle a croisé ça avec de la documentation. Elle a fait 3 enquêtes ethnographiques approfondies à Guapin, Bopop et Tiwaé, où là, elle a vraiment réalisé des entretiens formalisés. Elle a fait également des enquêtes auprès des acteurs institutionnels, donc notamment beaucoup de gens qui sont dans cette salle aujourd'hui. Et elle a mis en œuvre une approche qu'on qualifie d'une approche socio-historique, c'est-à-dire quand on essaie de reconstruire toute l'histoire de la construction d'une politique de développement, là c'est une politique de gestion de l'environnement, d'abord de gestion des feux, on va le voir au début du XXe siècle, jusqu'à aujourd'hui, donc une politique environnementale, en mobilisant donc les archives et les entretiens. L'idée, c'est donc de faire de la recherche. Là, on vous propose un pas de côté, on sort d'une position normative, on arrête de se dire « le feu, c'est mal ». On essaie de comprendre le sens de l'action des gens. Pourquoi les gens utilisent l'allumette? Voilà, c'était ça la question qu'on lui a posée, sans se dire « c'est bien ou c'est mal », et d'autant plus qu'on pourra en débattre après, c'est encore plus compliqué de comprendre ce que font les gens si on arrive avec l'idée que ce qu'ils font, c'est mal. Mais ça, on va le voir, on va parler de pratiques visibles et invisibles. Alors, le document de la thèse, qui est disponible sur demande, il a 4 grandes parties. La première, c'est vraiment, elle a repris toute une construction historique, la construction donc, du gouvernement colonial de la gestion de la nature calédonienne. Elle a ensuite fait tout un travail sur comment est-ce que les politiques publiques environnementales de la province Nord se sont construites depuis les années 80, parce qu'on voit qu'à ce moment-là, il y a un vrai changement dans la manière de faire. C'est également aussi le début des grands plans de reforestation avec les plantations de pinus, qui sont concomitantes d'incendies. Du coup, je ne développerai pas là, mais c'est expliqué aussi dans la thèse. Là, ça va être le point de notre présentation. Elle a toute une partie sur les dynamiques des représentations et des pratiques du feu dans le monde kanak, à la fois du point de vue des acteurs pour les pratiques contemporaines, mais également sur les représentations du feu par les scientifiques, c'est-à-dire nous-mêmes. Comment est-ce qu'on qualifie le feu et son intérêt par rapport à la gestion de la nature, par rapport à des questions plus agronomiques. Et enfin, une 4e partie qui est plus centrée sur les aujourd'hui et sur les 3 terrains, donc 3 tribus, qui sont en lien avec soumises à différentes relations avec des acteurs de la protection de l'environnement, et du coup qui viennent dans ces tribus et qui, avec différentes stratégies, selon la nature de l'ONG, selon le choix de développement pour les plantations de pinus. Du coup, voilà. Donc là, c'est des études de cas fouillées sur le terrain. Mais moi, là, on va vous parler du point 3, aujourd'hui. Alors, on va juste reprendre pour essayer de comprendre les pratiques contemporaines. Marie a fait tout un travail historique pour essayer de comprendre, et elle s'est rendue compte qu'aujourd'hui, quand elle allait en tribu et qu'elle demandait, du coup, moi je travaille sur le feu et j'essaie de comprendre pourquoi est-ce que vous mettez le feu. Les gens lui disaient, oh non, mais moi je ne mets pas le feu. Elle retournait, c'est ce qu'a dit Hubert hier, elle faisait 100 mètres, elle retournait ses pas, et hop, il y avait un feu qui s'allumait. Pour avoir fait beaucoup d'enquêtes en tribu, on a posé la question, il y a plein de fois où on demande aux gens, est-ce que vous utilisez le feu pour débrousser vos champs? Première réponse quasi systématique, non. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est des pratiques qui sont devenues
invisibles, parce qu'elles ont été réprouvées et interdites depuis très 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 longtemps. Au final, on a une forte répression des pratiques du feu depuis l'interdiction des feux de débrousse dans le régime de l'indigénat. Alors là, vous ne voyez pas très bien, vous devrez me faire confiance sur parole, mais c'est l'arrêté du régime de l'indigénat, et le 3e ou le 7e, le 8e, c'est interdiction de débrousser les champs avec le feu dans les réserves Kanak. Donc ça, c'est juste pour planter le décor historique. Ensuite, après, le régime de l'indigénat, il tombe à partir de 1948. Donc voilà, tous ces interdits disparaissent. Mais n'empêche que les politiques publiques, enfin, d'un point de vue, les institutions sont très très inertes. Du coup, on continue un petit peu de faire la même chose. Et les eaux et forêts, donc qui à ce moment-là commencent à se structurer, qui sont empreintes, qui travaillent avec les experts, les scientifiques, qui ont une vision du feu. Bon, bref, mais là, je ne vais pas rentrer dans le détail. Ce qui est intéressant, c'est qu'on voit dans les supports, c'est que cette répression et cette moralisation vis-à-vis de l'usage du feu, et donc une catégorisation de fait que ce n'est pas intéressant d'utiliser le feu pour l'agriculture ou autre, et du coup, on le réprime. Donc ça, c'est des extraits d'outils de sensibilisation des années 70 et 80, je crois, donc développés par les eaux et forêts de Nouvelle-Calédonie. Dans le même temps, sur toute cette période-là, donc tout le XXe siècle, on a eu une très forte recomposition des espaces entre le foncier, le cantonnement, puis on a également le développement de l'élevage, donc qui s'est traduit par aussi des entretiens de pâturage, parfois qui se faisaient avec le feu. Elle a retrouvé des traces qui expliquent que le feu n'est pas que utilisé par les populations des tribus, mais aussi par l'ensemble des gens qui sont sur le territoire calédonien pendant toute la première partie du XXe siècle, c'est-à-dire les éleveurs, mais même les miniers. Pour les prospections, en fait, là, on retrouve des traces qui expliquent que toute une partie des massifs forestiers sur les mines ont d'abord été mis à feu pour essayer de repérer les mines. Et donc voilà, donc ça c'est pour les recompositions de l'espace et les usages du feu qui en fait sont partagés par tous, en fait, et pourtant interdits. Et on a également eu une transformation des pratiques. Je ne vais pas rentrer dans le détail, mais d'un point de vue agronomique, le cantonnement a entraîné des transformations dans les pratiques agricoles, moins de foncier, du coup obligé de faire un retour des jachères qui sont raccourcies, enfin on n'est plus sur d'itinérants. Du coup, là, quand on brûle, il y a aussi un intérêt le feu peut aussi avoir un intérêt agronomique en enrichissant un tout petit peu, en enrichissant un peu la terre. Mais là, je passe, on pourra rentrer dans les détails plus techniques si vous le souhaitez. Et globalement, historiquement, et ça, la dernière enquête qui a été menée par l'IAC sur l'agriculture en tribu, le constat, c'est que depuis le début du XXe siècle, les pratiques vivrières ont toujours été très peu prises en compte par les politiques environnementales, mais également les politiques agricoles. C'est un constat. Et du coup, qu'est-ce que ça pose comme question? C'est qu'aujourd'hui, en tout cas l'enquête de 2010, si on prend les ménages agricoles Kanak, seuls 3% sont équipés d'un tracteur. Ça veut dire que, et les gens continuent de mettre le feu, on l'a vu. Et du coup, là, on rebondit sur la remarque de Jean-Jérôme et sur aussi l'intérêt d'utiliser ce feu, c'est qu'il fait un travail, en tout cas pour les parties feu agricoles. Il fait un travail, c'est qu'il va permettre de préparer la terre et de libérer, de débrousser à moindre coût, puisqu'on n'a pas besoin d'une grosse machine, d'un bulldozer, etc., etc. Du coup, en fait, le feu, ce qu'il faut voir dans l'histoire agricole, c'est le premier outil de l'homme, le premier outil de l'agriculteur. Avant même toute machine, d'abord le feu. Et c'est le plus simple, le moins cher, etc. Évidemment, derrière, il y a des savoirs qui sont développés, mais je ne vais pas développer là maintenant. Et du coup, on a aujourd'hui des pratiques réprouvées et toute l'histoire là, que je vous ai racontée, ces différentes raisons. À la fois une pratique historique longue d'interdire le feu, le fait de nier les pratiques vivrières, le fait d'avoir des transformations des espaces font que dans les années 90 ou non 2000, donc Monsieur Cassan développe une campagne de sensibilisation qui oppose la vie et la mort pour le feu. Du coup, on voit qu'on a vraiment un prolongement
du discrédit sur le feu par les politiques environnementales. D'où la question de cette thèse. Alors maintenant, je vais rentrer juste dans ce qui est intéressant pour la thèse, c'est qu'elle a fait tout un travail pour essayer de comprendre justement, non pas le feu, d'abord de comprendre quels sont les types de feu, comment les gens l'utilisent, même s'il y avait un espèce de tabou et que ce n'était pas forcément évident de comprendre ça. Alors, le constat, c'est que dans toute la littérature scientifique, il y a toujours eu une grande diversité des techniques et des usages du feu, même en France métropolitaine. Le premier constat, et c'est partagé, c'est pas que la Nouvelle-Calédonie qui fait ça, on a tendance à utiliser le terme d'écobuage. En saison des feux, on entend tout le temps suite à un écobuage mal maîtrisé. Alors on s'est posé la question de qu'est-ce que c'est qu'un écobuage ? Au final, un écobuage, c'est une pratique bien spécifique qui est de mettre donc c'est vraiment... Attendez, je vais être très très précise, du coup je vais essayer de... On retourne la couche superficielle de sol et ensuite on la fait sécher, on la brûle en tas et ensuite on le remet sur le sol. Ce n'est clairement pas ce que font les gens ici. Ce qu'ils font ici, c'est différent encore du brûlis, qui est justement plutôt de mettre le feu aux herbages ou à la végétation qui est sur la parcelle que l'on souhaite préparer. Et c'est encore différent de l'essartage, qui est carrément où là, on n'enlève pas les arbres qui sont fait brûler, mais on laisse les troncs d'arbres. Donc ça, c'est plutôt ce qu'ils font à Maré, me semble-t-il. Bref, tout ça pour dire qu'au final, les gens ici, ils ont plutôt tendance à faire du brûlis. Ensuite, il y a une autre manière de catégoriser les feux, c'est de différencier les feux couverts ou les feux courants. Le feu couvert, c'est un feu qu'on fait à couvert qui l'on nourrit, donc dans un four, dans un foyer. Donc ici, les gens ils font des feux couverts chez eux. Et après, il y a tout ce qui est feu courant, où là, en fait, on laisse libre cours justement au feu. Et le constat, c'est que les gens utilisent plutôt ici, pour l'agriculture, pour la chasse et pour les usages et la gestion des espaces, notamment de savane, ils utilisent le feu courant. Et un dernier type de classification des différents types de feux, c'est de travailler par fonction et vocation. Pourquoi est-ce qu'on met le feu ? Quel est l'intérêt ? D'abord, à vocation agricole, donc c'est ce qu'on vous a décrit un petit peu, donc le feu pour remplacer à la place de la machine, en fait. Le feu pastoral pour désherber des pâturages, pour faire fuir d'autres animaux, etc. Même après, il y a des... Enfin, voilà, pastoral. Cinégétique, donc ça c'est pour la chasse. Donc soit ça peut être pour débrousser des sentiers de chasse, pour rabattre des animaux, etc. Le feu qu'on va dire à vocation artisanale, donc ça on va en parler un petit peu plus, notamment pour entretenir les espaces de savane, la savane Agnaouli, sur laquelle pousse la paille Imperata cylindrica, qui est utilisée ensuite pour faire les cases. Et ça qui est artisanal et pratiqué depuis vraiment très longtemps, on va dire, c'est un mode de gestion de l'espace qui est décrit dans les premières découvertes, les premières descriptions de la nature calédonienne au XIXe siècle. Et puis tous les autres feux accidentels, à l'époque les feux de guerre, les feux qui se sont transformés en feux de contestation politique, qui ont été plutôt utilisés par exemple pendant les événements, et puis parfois des feux symboliques, etc. On voit qu'il y a une grande diversité en fait. Alors, que font les gens dans les tribus maintenant par rapport à toute cette diversité de classification ? D'abord, ils font, c'est ce que je vous ai dit, pour le feu agricole, plutôt du brûlis, donc un feu courant à vocation agricole. En zone Peichi, les gens appellent ça le nucé. Et en fait, c'est un feu qui est... Voilà, en fait, on met le feu on débrousse autour pour faire comme une sorte de petit pare-feu. Et puis après, juste mettre le feu en plusieurs endroits de la parcelle pour préparer, pour à la fois désherber, mais aussi décompacter la terre. Et du coup, qu'elle soit plus facile pour être travaillée ensuite à la baramine, puisque c'est quasiment le seul outil utilisé par les gens.
Ensuite, deuxième type de pratique, ça fait référence à ce que on a parlé du feu à vocation plus artisanale ou de gestion des espaces, donc plutôt la savane à Niaouli. On en a parlé hier un petit peu avec notamment le VVF. Donc c'est un feu courant à vocation donc, esthétique et traditionnelle. Esthétique, pourquoi ? Parce qu'on va voir que c'est aussi dans les représentations de l'espace, on va en reparler un petit peu. Du coup, parce que les gens vont prélever des ressources aussi, et pour eux, c'est un espace qui est proche, potentiellement proche, historiquement, du village, de l'espace anthropisé, l'espace des hommes. L'espace de la savane, c'est cet espace intermédiaire dans lequel on va aller prélever des ressources, le niaouli, la paille, des champignons, des médicaments, etc., etc. Et c'est un espace qui est ouvert, à l'inverse de la forêt, qui va être fermée et qui va être plus le lieu des esprits, et donc qui est beaucoup moins le lieu des humains en fait. Et du coup, ça crée une espèce de distance entre les deux. Et ce qui est intéressant, c'est que ce feu, les gens parlent, notamment pour les feux artisanaux, les feux de savane, de gyrobroyage kanak. C'est le terme qu'ils utilisent. Du coup, c'est important de travailler sur les termes parce que ça permet de mieux essayer de se mettre dans un autre point de vue, en fait. Je te laisse la parole pour... Encore. Voilà, Nancy. Si, juste pour expliquer comment est-ce qu'on passe de cet espace de transition de la savane entre la forêt et la savane à Niaouli. Justement, si, c'est là. C'est pas facile. Hein, alors... ouais, bon, ça, on va essayer de passer relativement vite. C'est un peu l'écologie pour les nuls, on va dire. Mais grosso modo, c'est une espèce de succession forestière idéale, on va dire, ou désidéale, ça dépend dans quel sens on la lit. On va dire qu'à une extrémité, il y a le zéro végétation, rien du tout, et à une autre extrémité, il y a la forêt humide, primaire, voire équatoriale, guyanaise, Indiana Jones et consorts, quoi. Mais il faut bien voir que succession, ça donne une idée de séquence, de trucs mécaniques. D'abord, ça ne marche pas forcément comme ça. Et seconde chose, les échelles de temps, les espaces qu'il y a entre les ronds, ne sont pas du tout à l'échelle. C'est-à-dire que on regarde une forêt avec nos yeux d'être humain, c'est-à-dire générationnel. Si on était un caillou posé dans un coin, la forêt, on la verrait évoluer sur 1000 ans ou sur 2000 ans. Tout ça n'a pas de... Donc des fois, il y a aussi des discours là aussi préconstruits qui n'ont pas vraiment de sens. On va en reparler. Alors après, au milieu, là, il se passe des trucs, j'ai un peu détaillé, parce qu'à tous les niveaux, il peut se passer plein de choses. Mais on va dire que là-dedans, c'est un peu là que ça se passe quand le feu intervient, à court terme, on va dire, pour être très simple, encore une fois. Et là, j'ai aussi essayé de figurer le fait qu'il peut y avoir des bypass, quoi. C'est donc pas séquentiel. C'est-à-dire qu'on peut se retrouver avec des simplifications. Alors là, je parle le biologiste, hein, excusez-moi, mais une simplification, déjà, vous voyez une connotation. Simplification, c'est dire, ah, caca, c'est pas bien. Mais en fait, une simplification, le biologiste moyen et, il faut bien le dire, l'occidental urbain moyen, il trouve que ce qui est super bucolique et tout, les petits oiseaux machin, c'est la forêt qui est là. Comme l'a dit Séverine tout à l'heure, la forêt qui est là, eh ben, peut-être que pour un certain nombre de gens ici, c'est pas du tout la situation idéale. Et j'attire votre attention sur le fait que nous-mêmes, occidentaux, modernes, urbains, il y a 150 ans, ça, c'était pas du tout l'idéal. Souvenez-vous, le petit chaperon rouge, la bête du Gévaudan, Blair Witch, tu vois, la forêt, c'est pas nécessairement le truc dont... Là, nous, on fait les malins depuis 40 ans, 50 ans, parce que les forêts ont tendance à disparaître dans le monde occidental, mais en fait, c'est pas du tout le milieu qu'on souhaite. Et la plupart des gens ici, et les agriculteurs en Europe, dans les 300 dernières années, jusqu'à la révolution industrielle, même après, le milieu qui les intéressait, c'est plutôt un truc qui était là-dedans. Donc eux aussi, ils ont tout cramé. Hein. C'est pas réservé aux méchants ici, etc. C'est juste qu'on est à des échelles de temps différentes. Comme l'a dit Séverine tout à l'heure, bon, il y a des usages en forestier. Hein. Après, je n'ai pas fait de travaux d'anthropologie et d'ethnographie poussée. Il y a évidemment des usages en forêt. Mais la savane, qui doit être un truc par là, voilà, si elle est arborée, par là, si elle ne l'est plus, ben, elle a beaucoup d'usages pour les gens. Et d'ailleurs, il ne vous aura pas échappé que le premier truc qu'a vu M. Colnett, le vigie de machin,
quand il a découvert la Calédonie, c'est pas de la forêt vierge sur le plafond, quoi. Ce qu'il a vu, c'est de la forêt en haut sur l'Ignambi, le col Net qui porte son nom, etc., parce que c'est le premier pic qu'il a vu de Calédonie, mais il a vu partout jusqu'à 400 mètres, ça. C'est pour ça que New Scotland, la Nouvelle-Calédonie, il ne vous aura pas échappé que l'Écosse, il y a des forêts, mais ce n'est pas l'Amazonie. Hein. Donc ils ont appelé ça Nouvelle-Calédonie parce que ça ressemblait à ces paysages-là. Donc le feu, ce n'est pas une invention récente. Et la forêt étant le stade, alors je simplifie, on va dire ultime, si les conditions de sol et les conditions météorologiques, pour faire simple, sont optimales, on va dire que la forêt, c'est le stade ultime de ce que la nature arrive à faire en termes de valorisation de biomasse. C'est le truc le plus rentable qu'elle sait faire, en termes de diversité, de masse végétale, de masse vivante, hors sol, en haut, en l'air, sous le sol, voilà. C'est un peu le récif corallien, mais de la terre. Bon, ça arrive quand elle peut. En Calédonie, il y a beaucoup d'endroits où elle peut. Il y a des endroits où elle ne peut pas, les cuirasses latéritiques, etc., etc. Donc ça peut aussi être un maquis, dans certains cas, parce qu'il y a des maquis qui sont des maquis climatiques, c'est-à-dire le mieux que la nature arrive à faire, c'est du maquis. Il ne peut pas faire plus parce qu'il n'y a rien à manger, et voilà. Mais voilà, tout ça pour dire que tout n'était pas comme ça, même quand les premiers Blancs sont arrivés ici. Donc ça veut dire que ça faisait déjà des centaines, peut-être des milliers d'années, que les gens qui étaient ici avant l'homme blanc, avaient supprimé la forêt sur de vastes espaces. Et ils ne l'ont pas fait avec la tronçonneuse. Donc la pratique du feu, elle est ancrée depuis hyper longtemps, et elle a une utilité, puisque ce qu'ils recherchent, là aussi, un détail, si j'ose dire, que je porte à votre attention, c'est que la civilisation kanak, ce n'est pas des chasseurs-cueilleurs, ce n'est pas les Amérindiens de forêt profonde, ce sont des agriculteurs, horticulteurs, c'est des gens qui cultivent, qui ont fait des taraudières, donc pour ça, la forêt, ça ne va pas. Ils ont besoin de ça, eux. Ils ont besoin d'avoir des espaces ouverts, à des altitudes moyennes, avec des reliefs pas trop pourris, parce que pour faire des taraudières, quand c'est comme ça, c'est plus compliqué, même si de façon étonnante et remarquable, ils l'ont fait dans certains coins. Donc voilà, tout ça pour dire que ça, c'est la succession de l'écologue moyen plutôt occidental, mais c'est pas forcément l'idéal, quoi. En tout cas, ça dépend de quel point de vue on se place. J'ai pas fini. Oui. Il manque le feu là-dedans, du point de vue écologique, il manque le fait que là-dedans, déjà, quand ces successions se produisent naturellement, là j'ai mis un gros ramassis de flèches, parce que bon, là on fait les marioles, là, les biologistes et tout ça, mais en fait on n'est pas... C'est tout ça, on ne sait pas précisément tout comment ça marche. Hein. Par exemple, on peut avoir la succession qui se dégrade comme ça, qui arrive ici, on va dire que les trucs hachurés, c'est des espèces plutôt considérées comme peu variées, plutôt infammables, plutôt parfois introduites, etc. Ça peut être des Kodias, ça peut être des Gaillacs, ça peut être tout un tas de choses. À échelle humaine, pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, on voit un milieu monodominant, on dit ah c'est pas beau, c'est caca, c'est mal barré, et ça peut repartir là, et puis là, et hop, ça repart. Ça fait partie des travaux qu'on va essayer de lancer, notamment en Point Nord, c'est d'aller voir qu'est-ce qui se passe là-dessous en fait. Parce qu'il y a plein d'endroits où, entre guillemets, vue d'avion, on a l'impression que c'est pauvre, mais en fait dessous, il y a pas mal de choses qui se passent. Évidemment, si on regarde ça à une échelle de trentenaire, on trouve que la situation est bloquée. Si on regarde ça à l'échelle de temps de la vie d'un arbre, on repart dans l'autre sens. Donc voilà, c'est des trucs comme ça aussi dont il faut être bien conscient. Les travaux d'écologie forestière qu'a fait l'équipe de l'AMAP notamment, qui est IAC, IRD, INRA et plein d'autres choses, ici, depuis des années, elle a montré que la forêt calédonienne, elle est dynamique. C'est-à-dire qu'elle est progressive, quoi. C'est-à-dire si on lui fout la paix, elle gagne. La forêt, elle ne régresse pas. Si je brûle régulièrement, et puis si l'impact des ongulés n'est pas maîtrisé ou il est trop important, oui, il y a un problème. Mais c'est-à-dire si on fiche la paix à la forêt, elle gagne. Et je ne sais plus qui a évoqué hier des endroits où, il y a 50 ans, il y avait de la forêt sur les photos de 76 des Américains, un peu après les années 40, et aujourd'hui, il n'y a plus rien. Je vous annonce qu'il y a l'inverse. Il y a des endroits où il n'y avait rien en 70, et aujourd'hui, c'est des arbres de 6 mètres de haut. Donc ça veut dire que le dynamisme, il existe. La forêt, elle est pas... Enfin, elle sait se débrouiller sans nous, pour peu, encore une fois, que dans certains cas, on ne mette pas le feu trop souvent. Parce que le feu, le problème, c'est qu'il a un petit effet reset, là. Et plus je le fais souvent, voilà. Par exemple, si je ne peux plus déplacer mes champs, parce que je suis cantonné, et que du coup, au lieu de bouger, d'aller mettre le feu là, cultiver, bouger, aller mettre le feu là-bas, cultiver, et puis quand je reviens au même endroit, 40 ans plus tard, c'est peut-être même pas qu'il vient de la forêt, ça, je ne peux plus le faire. Et du coup, je me mets à mettre le feu très souvent. Et du coup, je vais te le rendre. Oui, mais vas-y, donne. Et du coup, quand je fais ça trop souvent, là, je me retrouve dans des trucs qui partent vers là, quoi. Et justement, cet espace de savane, le problème, c'est que c'est pas vraiment un problème, mais c'est qu'aujourd'hui, il y a également beaucoup de feux de chasse
qui ont lieu à peu près sur ce même espace. Et qui fait que aussi cet espace, il s'est transformé au fil du temps, puisqu'il a été sans doute un peu plus mis à feu, et qu'aujourd'hui, il y a des espèces invasives qui s'y sont développées, et que les régimes de feu qui, auparavant, étaient sans doute beaucoup mieux maîtrisés, et qui expliquent les espaces qu'on voyait à Colnet fin du 19e, aujourd'hui, sont quand même transformés, et du coup, brûlent plus facilement. Et ensuite, on a des feux pour éloigner des nuisibles, mais ça, je passe. Du coup, on voulait vraiment insister sur cette vision, non pas que par le feu et les mises à feu, mais vraiment par des espaces différents qui sont gérés différemment entre le brûlis qui est mobilisé pour l'espace domestique, l'espace de l'homme, l'espace socialisé, l'habitat, les champs, et le gyrobroyage qui est géré pour un espace qui est intermédiaire dans la cosmologie, plutôt mi-homme, mi-esprit, qui est avec les zones de chasse, de pêche, de cueillette, et puis après l'espace de la forêt. Du coup, après, il y a l'autre schéma de Jean-Jérôme, tu veux le refaire rapidement, et après on conclut. Non, pourquoi? Allez, si non, j'y suis, on est déjà à 40 minutes. Ouais, mais eux, ils ont eu 1 jour et demi, tu vois. Blague à part, ouais, donc ça, mis en paysage vite fait, ben en fait, ça montre qu'il y a une organisation, on va dire. C'est-à-dire qu'il y a la zone de l'habitat de la tribu des champs proches, il y a une zone qui est la fameuse zone intermédiaire, un peu tampon, et puis il y a le monde que nous on trouve bucolique, mais que les gens trouvent plutôt pas cool, c'est le monde de la forêt, de tout ce qu'il y a au-delà. L'endroit où on se perd, l'endroit où on perd ses repères, on ne peut pas chasser, on voit rien plus de 10 mètres, enfin, etc., etc. Et donc, ces 3 espaces-là, ben, ils correspondent, ou ils correspondaient en tout cas, à des usages du feu bien différenciés. C'est-à-dire que dans l'espace contrôlé de la tribu, les gens ne sont pas débiles. Ils ne se mettent pas à allumer des feux courants en plein milieu des tribus. Ce qui veut dire, implicitement, j'attire aussi votre attention là-dessus, qu'il y a une technicité du feu qui existe. Les gens, ce n'est pas tous des pyromanes bons pour l'asile, ils savent ce qu'ils font. Quand un feu se barre, ils savent très bien qu'il va se barrer, par exemple. C'est le cas dans l'espace un peu plus intermédiaire. C'est-à-dire quand on fait des champs, quand on est à la frontière de la savane et de la tribu, on utilise un peu plus des feux de ce type. Pour entretenir la savane, qui est l'espace tampon nécessaire entre moi et la forêt, là, il y a des feux courants, oui, qui nous sont connotés extrêmement négativement quand on les voit. Et après, là-bas, il y a le non-feu, c'est-à-dire qu'il y a les zones qui ne brûlent pas, voire même des zones qui ne brûlent pas parce que parfois elles sont tabous. Ibanez a publié là-dessus à Guapin, par exemple. Il y a un endroit qui n'a pas brûlé depuis des décennies, voire des siècles, parce que c'est une zone taboue qui ne brûle pas. Voilà, du coup, les éléments qu'on vous a apportés aujourd'hui, c'est que d'abord, et ça Marie l'a clairement vu, il y a une intériorisation très très forte de l'interdit, c'est-à-dire que les gens vont nous dire non, je ne brûle pas, alors qu'en fait ils vont brûler, donc que c'est une pratique qui est transgressive, parce qu'elle est, on l'a vu, sanctionnée, et du coup elle est devenue méconnue, c'est-à-dire que quelque chose qu'on interdit, dont on ne parle pas, elle devient méconnue, elle est mal transmise. Également, les savoirs locaux qui pouvaient être associés sur la manière de gérer ce feu va être un peu moins connu, dissimulé par ses auteurs. Et pourtant, on a essayé de vous expliquer pourquoi. Elle a un sens. Elle est perçue comme nécessaire. Et c'est pour ça que malgré des années et des années de sensibilisation, ça continue de brûler. Voilà. Du coup, nous, on pense qu'on a quand même des pistes pour l'action. C'est-à-dire qu'il faut sans doute essayer de revoir ce discours en tout cas, il y a intérêt à essayer de mieux reconnaître les savoirs et les usages du feu, notamment dans leur contribution à la gestion des espaces, pour qu'ensuite on puisse mieux gérer les feux de brousse. En Australie, par exemple, les rangers aborigènes sont utilisés pour créer des pare-feux, mettre à feu certaines zones parce qu'elles sont très très végétalisées, et du coup ça ferait trop de combustible, etc. etc. Revaloriser donc les savoirs locaux, ça va dans le même sens. Et puis, juste pour vous annoncer que là, donc c'était qu'une petite introduction, certes trop longue, mais qu'il va y avoir la rédaction d'un livret qui va être édité à, je pense... j'en sais rien. Voilà. Un grand nombre d'exemplaires pour présenter justement les principales conclusions de cette thèse. Il va y avoir une mission de restitution pour restituer notamment dans les tribus où Marie a travaillé ses travaux de recherche, mais pas que. Et puis voilà, c'est aussi comme ça que l'action avance, en essayant d'amener des nouvelles connaissances, même si elle soulève des controverses. Donc voilà, rendez-vous pour la suite. Et puis voilà, juste 5 minutes parce que ça va ouvrir le débat. 2 minutes 3, voilà. 0, 30 5. Ouais, bon, c'est une redite. Les pistes opérationnelles, t'es devant le vidéo, cher ami.
Des pistes opérationnelles, c'est beaucoup dire, il y a des points d'interrogation partout, mais qu'est-ce que ça veut dire tout ça pour nous, en tout cas pour moi? Ça veut dire qu'il faut peut-être comprendre un peu quelle est la rationalité des incendiaires pour avoir des réponses alternatives au phénomène du feu. Il faut peut-être évaluer la vraie valeur des savanes, parce que c'est un paysage calédonien qui existe depuis des siècles, il est maintenu délibérément. Et si je commence à m'attaquer au feu, en fait, je m'attaque aux savanes. Donc j'envoie aux gens un message qui est un peu contre-intuitif. Je leur dis, tu n'as pas le droit de maintenir un espace qui t'est indispensable, si je résume. C'est pour ça qu'il y a un projet qui a été déposé par Martin Brinker auprès de l'AFB, qui a été reçu, qui a été l'OREA, on dit, voilà, qui concerne justement quelle est la valeur de la savane et les usages de la savane qui sont faits. Ça se passe à Touault et c'est Martin Brinker qui a monté ça, et bravo à lui, parce que ça fait partie du problème. C'est même un des nœuds du problème. Enfin, si on considère que c'est un problème. Après, il faut peut-être passer à une approche un peu radicale et inefficace, on en a longuement parlé, je ne m'étale pas, hein, mais à une approche qui est un peu plus négociée, parce que ce n'est pas le feu, c'est plusieurs feux, et selon les endroits et le type de feu, mais il y a peut-être des feux qui sont tout à fait acceptables en fait. Je vous laisse réfléchir, mais il y a des endroits où on brûle régulièrement, tous les ans, de façon contrôlée. Ça a été évoqué. Est-ce qu'on ne peut pas appeler les pompiers pour prévenir qu'on va brûler parce qu'on en a besoin, etc. C'est peut-être des choses à réfléchir un peu plus. Et puis, reconnaître l'utilité du feu, ça va nous permettre autre chose aussi. C'est que, comme l'a dit Séverine, c'est que si on parle d'une pratique invisible, eh ben, on ne peut pas rendre possible la régulation et la communication. C'est-à-dire que je ne peux pas parler auprès des gens officiellement en tant qu'institution publique d'un phénomène qui est interdit. Je ne peux pas aller expliquer aux gens, pour faire une analogie douteuse, je ne peux pas dire aux gens, voilà comment on consomme du cannabis, c'est interdit. Donc là, je ne peux pas dire aux gens, voilà comment vous utilisez le feu, c'est interdit, enfin la plupart du temps dans l'année. Alors que pour commencer à discuter avec les gens, pour leur dire, tu pourrais peut-être pas utiliser ce feu-là parce que ça craint, ou celui-là, il faudrait faire attention, celui-là, tu peux peut-être prévenir. Il faut accepter le fait qu'il y ait des cas où les gens allument des feux, parce qu'ils en ont besoin, c'est tout. Et ça, je pense que c'est un petit chemin à faire quand même dans nos têtes. Et en territorialiser les usages, ça revient à ce que je dis, c'est qu'il y a peut-être des feux qui ne sont pas bons à certains endroits et qui sont acceptables à d'autres. Mais ce qui est important, je pense, voilà, c'est ça. C'est que pour l'instant, on dit que le feu c'est interdit. Du coup, personne n'en parle, en tout cas difficilement. Alors que si on en parle, on va pouvoir mettre tout sur la table. Et il y a des cas où on va négocier, il y a des cas où on va dire non, là c'est pas bien, là c'est bien, voilà comment il faut faire, il ne faut pas faire, etc. Et on va vraiment parler aux gens, mais les reconnaître dans ce qu'ils sont depuis fort longtemps. J'en ai terminé. Ceux qui ne me connaissent pas, je suis à la section détachée de Koné, je suis le magistrat du parquet du ministère public, procureur de la République, en permanence auprès de la section détachée de Koné. Section détachée de Koné, c'est sur le papier 3 magistrats du siège. En fait, actuellement, il n'y en a qu'un. C'est 8 greffiers, 8 personnels de greffe et 1 procureur de la République, pour faire simple. Puisque je ne suis pas procureur de la République, je suis vice-procureur. À Nouméa, sur la Nouvelle-Calédonie, il n'y a qu'un seul procureur de la République qui a donc des individus comme moi pour l'assister dans sa tâche, vice-procureur ou substitut. En province Nord, alors évidemment, la première attente que vous avez, c'est des statistiques en province Nord sur les incendies. Alors je vais vous décevoir beaucoup, parce que, notre outil informatique, notre logiciel, qui s'appelle Cassiopée, très joli nom, mais il ne distingue pas suivant les provinces, les 3 provinces, ou suivant les compagnies de gendarmerie, en ce qui concerne le lieu des faits. Il ne distingue pas. Deuxièmement, il n'y a pas de définition juridique de l'incendie. Le code pénal, dans ses articles 322.1 et suivants, ne connaît que les destructions et dégradations. Et il ne connaît même que les destructions et dégradations du bien d'autrui. C'est-à-dire les incendies dont nous venons de parler, qui sont volontaires sur des terrains. Si vous mettez le feu à un objet vous appartenant, bien entendu, il n'y a pas d'infraction. Les dégradations ne sont réprimées que s'il s'agit de la dégradation du bien d'autrui. Et le code pénal, le législateur, dans sa sagesse, n'a pas défini l'incendie. Il parle de destruction par l'effet d'une substance explosive ou incendiaire, ou par incendie. Ne parle pas de l'incendie. Vous chercherez vainement
la définition juridique de l'incendie dans le Code pénal. Ceci étant posé, je vous ai parlé des articles 322.1 et suivants du Code pénal qui définissent, donc qui donnent les sanctions encourues pour toute une gamme d'incendies du bien d'autrui, des dégradations du bien d'autrui. Ça va de la simple contravention. Par exemple, si vous brûlez un papier dans la rue de Connay, là, devant le Pitiri, alors qu'un règlement municipal l'interdit, un arrêté municipal l'interdit, vous serez passible d'une contravention de première classe. Ça ira chercher dans les 38 €, puisque c'est toujours en euros, hein, donc dans les 4 500 francs maximum d'amende, jusqu'à la réclusion criminelle à perpétuité avec une période de sûreté de 22 ans, si vous mettez le feu volontairement dans une maison habitée et que des habitants trouvent la mort dans cet incendie que vous aurez allumé volontairement. Je pense que votre demande, elle porte plutôt sur ce qu'on appelle, alors pour reprendre un mot qui n'a pas la signification qu'on lui prête, mais que le grand public lui prête, sur le feu d'écobuage mal maîtrisé. Ça forme, non pas l'essentiel de mon quotidien, mais ça doit concerner, j'ai regardé un peu là dans les 3 années précédentes, ça concerne environ 2 poursuites par mois, soit une vingtaine d'affaires poursuivables dans l'année. Une vingtaine d'affaires poursuivables dans l'année, qui sont les suivantes. Quelqu'un va nettoyer une parcelle de terrain, les herbes sont sèches, il met le feu. Bien souvent, c'est quelqu'un qui est enraciné dans son terroir, hein, et qui pense que le feu est éteint. Malheureusement, ce feu n'est pas éteint et les cendres vont aller, le feu va s'étendre et va brûler des plantations ne lui appartenant pas, et le propriétaire, y compris propriétaire coutumier, hein, je parle, hein, je ne fais pas de distinction suivant le statut du terrain en question, hein, va aller déposer plainte et demander réparation éventuellement, et ils le font, pour la réparation des dommages causés à ses bananiers, à ses cultures, à son manioc, etc. À tout ce que vous voulez. Un gros bémol dans cette description idéale, c'est que le texte, c'est l'article 322.5, là pour le coup, du Code pénal. Que nous dit-il? Il nous dit la dégradation, donc par une substance incendiaire ou par l'effet d'un incendie involontaire du bien d'autrui, n'est incriminée que s'il y a violation d'une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça signifie tout simplement qu'il faut que le feu dont je parle, qui a été mis par le propriétaire donc d'une taraudière, d'un champ d'igname ou je ne sais quoi, soit réglementé par l'autorité administrative. Qu'il y ait un arrêté municipal, par exemple, interdisant les feux de proximité à plus de 5 mètres d'une habitation, interdisant les feux dits d'écobuage, etc., pour une période allant. Alors en général, ces arrêtés sont pris pour la saison sèche. Il peut y avoir aussi des arrêtés du même type qui sont provinciaux, hein, suivant le principe de subsidiarité. Il y a aussi des arrêtés qui peuvent être pris, alors qu'on appelle, le vieux terme, gubernatoriaux, hein, anciennement gouverneurs, hein, c'est-à-dire des arrêtés du haut-commissaire, qui interdisent ou réglementent ce type de feu. S'il n'y a pas cette réglementation, l'incendie ne peut pas faire l'objet de poursuites, ni de condamnation. Et c'est arrivé dans un cas
qui est bien précis et que peut-être les gens de la province Nord ont parfaitement en tête, c'est l'incendie qui a détruit, allez, je vais dire le tiers de l'île de Bélep, il y a 2 ans. Il n'y avait pas, à la suite, donc, comme on dit, comme disait le journaliste, d'un écobuage mal maîtrisé, c'est-à-dire quelqu'un, pourtant, non mais, et pourtant, on parle de quelqu'un, là, à Bélep, hein, c'est quelqu'un qui est enraciné dans son terroir, qui connaît son terrain, qui connaît les végétaux, qui connaît les fibres. Pourtant, le feu lui avait échappé. C'est un feu qui a détruit donc une grande partie de l'île de Bélep, enfin des végétations de l'île de Bélep. Et donc l'auteur n'a pas été poursuivi, tout simplement parce qu'aucun texte ne permettait de le poursuivre. Après, un autre chapitre sur les sanctions, ce sont des faits qui ne sont pas les faits dont je parle, hein, c'est-à-dire ces faits d'incendie involontaire en violation d'une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement. Les sanctions ne sont pas très sévères puisqu'elles sont au maximum de 3 ans, sauf quand il y a mort d'homme ou des blessures. C'est 3 ans d'emprisonnement encouru, et encore s'il y a violation manifestement délibérée. Quand il y a une violation qui n'est pas manifestement délibérée de cette obligation de prudence ou de sécurité, la peine d'emprisonnement, il y a une amende aussi à la clé, prévue, est d'1 an d'emprisonnement, c'est le maximum. Mais il y a une sanction qui se prête magnifiquement à la répression de tels faits, c'est le travail d'intérêt général. Hein? Bon, évidemment, chaque cas étant bien évidemment différent, hein, et on ne va pas juger quelqu'un de 60 ans comme on juge quelqu'un en TPE, en tribunal pour enfants, un adolescent de 17 ans. Bon, pour l'incendie volontaire, alors là, les incendies volontaires, eux, obéissent à des règles beaucoup plus contraignantes. Alors, en particulier, on parlait de sociologue ou de, je ne sais, en particulier, pour l'incendie volontaire, il y a une mesure qui est obligatoire, qui est pas une expertise, parce qu'une expertise, elle est décidée par un magistrat du siège, qu'il soit juge d'instruction ou le tribunal, un examen psychiatrique de l'auteur, pour savoir qu'est-ce qui peut le conduire, qu'est-ce qui peut conduire quelqu'un sur la RT1, à fabriquer une amorce, je l'ai vu. Alors ici, on est entre professionnels, il y a des tas de fabrication d'amorces. Moi, je suis très gêné quand on indique le modus operandi devant le tribunal, quand on l'indique publiquement. Bon, en l'espèce, c'est quoi? C'est quelqu'un qui est un fumeur, qui allume une cigarette, quelqu'un qui lui aussi est enraciné dans son terroir, qui n'est pas quelqu'un de passage, hein, qui travaille sur mine, qui va allumer une cigarette, ou avant de l'allumer, il colle une allumette sur la cigarette. Il allume la cigarette et il la jette, ou il la pose même, sur le bas-côté de la route, dans les végétations, et il repart au volant de son véhicule. Bien évidemment, l'allumette va s'enflammer, et avec un peu, entre guillemets, plus ou moins de chance, il va y avoir un incendie, un départ de feu à l'endroit où il a laissé la cigarette. Entre-temps, lui, il est parti. Et cet individu donc, a fait l'objet, j'ai encore regardé le dossier avant de venir, je me suis dit, tiens, je vais citer cet exemple. Qu'est-ce qui peut bien se passer dans la tête de quelqu'un pour commettre des faits pareils, sachant que le feu va concerner en l'espèce, c'est des terres coutumières, mais dont il est peut-être lui-même, via son appartenance à un clan et à un GDPL, copropriétaire. Bon, rien. Quelqu'un de tout à fait normal. Quelqu'un de tout à fait normal, qui, à ma connaissance, il n'a pas réitéré, il n'a pas récidivé, mais qui a eu l'esprit suffisamment tordu pour élaborer ce système de mise à feu, cette amorce,
et l'utiliser à plusieurs reprises, puisqu'il y a eu plusieurs incendies à la suite de ces faits qui ont été commis par le même homme. Et ça a duré quand même, comme dans l'histoire de Fernand Reynaud, un certain temps avant qu'il ne soit interpellé et qu'il ne reconnaisse les faits. On ne parle pas de quelqu'un, on parle de quelqu'un qui a été aujourd'hui définitivement condamné. Alors, on ne sait pas les motivations des incendiaires, sauf quand il s'agit de vengeance, on ne les connaît pas. Les gens qui plantaient une bougie dans un grenier à foin pour se venger, en Europe, je parle, qui plantaient une bougie dans une botte de paille qui partait, le temps que la botte de paille s'enflamme et mette le feu au fenil, évidemment, ils étaient loin. Là, on admettait qu'ils agissaient par vengeance. Ça peut être le cas aussi dans nos incendies volontaires. Il y a des incendies volontaires, alors plus fréquemment, qui sont mis par jeu. En particulier par des mineurs ou des très jeunes majeurs sur le mode cap, pas cap. Voilà, absolument. Résultat, à Poya, un troupeau de 600 vaches, de 600 bovins, de 2000 hectares brûlés, et un troupeau de 600 bovins qui a dû, sur des terres coutumières, des terres appartenant à un GDPL, qui était loué à un éleveur, 600 vaches, donc ont dû être déplacées, peut-être pas 600, enfin 600 bovins en tout cas, ont dû être déplacés puisque le feu avait détruit complètement, évidemment, l'herbe que ces animaux mangeaient. Avec les conséquences, évidemment, économiques que vous imaginez. N'est-ce pas? Bon, et là, la sanction, même s'il s'agissait d'un incendie volontaire, le travail d'intérêt général, tout à fait adapté aux circonstances de la cause. Pardon? Comment vous voulez revégétaliser d'abord un terrain qui est de cette savane à Niaouli là, que tout le monde connaît. Je ne vois pas trop comment on peut le revégétaliser. Encore que, c'est quand même le moyen aussi de rebondir sur un autre problème, c'est qu'on voit toujours, moi je suis toujours étonné, non, je peux le comprendre quand on voit des gens qui ont perdu leur maison. Mais on pense souvent, lors des incendies, et des incendies qui éclatent chaque été, aux maisons. Alors il faut protéger les maisons. Bon, un chêne qui a 300 ans, en Provence, il ne repoussera pas tout de suite. Une maison ça se reconstruit. Et ça se reconstruit facilement. Mais évidemment, les gens qui ont perdu ce qu'ils avaient dedans, c'est un drame pour eux. Mais il y a un autre drame, c'est un autre drame pour la nature que de voir partir en fumée un patrimoine qui est constitué de chênes centenaires. On a vu ça notamment dans les forêts d'Hennebont en Bretagne et autres. Et là, c'est un peu la même chose, parce que les forêts même de Niaouli, je ne sais pas combien de temps, mais un Niaouli pour pousser, un grand, mais bon, alors il reprend un peu. Et il reprend une fois, il reprend deux fois, il reprend trois fois, quatrième fois, il ne reprend pas. Bon, ça c'était quelques réflexions qui me venaient à l'esprit. C'est très intéressant. Après, je pense qu'il y a eu beaucoup de questions là, dans les échanges, en fait, notamment des communes qui se disent nous, on pose plainte systématiquement dès qu'il y a un incendie, en fait. On supporte partie civile, etc. Et puis, en fait, en gros. Non, parce que. Partie civile. Ça. Dans les communes où il existe une délibération qui prévoit les poursuites judiciaires. La délibération ne prévoit pas de poursuite judiciaire. Elle autorise le maire à se constituer partie civile. Oui,
et à réclamer des dommages-intérêts. Mais alors ce qu'il y a, c'est qu'on ne peut pas réclamer des dommages-intérêts. La province l'a fait parfois, mais je crois qu'elle ne le fait plus, la province Nord. C'était de dire, bon voilà, la province ou telle commune a un budget SIS de temps. Or, cet incendie, il a mobilisé X personnes pendant X heures. Il a mobilisé des moyens matériels, un camion pendant quelques jours. J'ai un tableau d'amortissement du camion qui a consommé tant de litres d'essence. Moi, je n'ai pas mon mot à dire sur les dommages-intérêts qui sont octroyés par les magistrats du siège, mais on ne peut pas entrer dans ce jeu-là. Le sauvetage et l'assistance, ça a un prix, mais ce n'est pas comme ça qu'il se calcule. Par contre, le propriétaire, je vous disais, des bananiers incendiés, lui va pouvoir estimer à 500 francs du pied de bananier, pouvoir estimer au franc près son préjudice qui correspondra à un préjudice absolument réel. C'est aussi la question de la difficulté des enquêtes. Pardon ? L'intervention des secours, c'est chiffrable. Non, mais c'est chiffrable, mais c'est pas pour autant que c'est pas comme ça qu'on raisonne. C'est pas pour. Non, mais les pompiers de toute façon ils sont là, ils sont pas bénévoles, ils sont volontaires, mais ils sont pas bénévoles hein, pour l'essentiel. Bon, donc ils seraient payés de toute façon. Le camion, il est acheté une fois pour toutes. On n'a pas acheté un camion incendie pour cet incendie. Vous comprenez ? Le raisonnement, il est un peu faussé là, dans le calcul qui peut être fait du coût pour la collectivité, et uniquement pour la collectivité, je parle. Bonjour à tous. Donc, je suis Olivier Guérin, directeur adjoint de Sud Forêt, donc une société d'économie mixte qui a été créée en province Sud pour porter le programme sylvicole de la province Sud. Et donc, je vais vous présenter les impacts économiques sur la filière sylvicole en collaboration avec mon homologue de la province Nord, Samuel. Voilà. Donc, merci au groupement et à l'œil d'organiser et nous permettre de faire cette présentation. Merci à Samuel de la collaboration. Et donc, je vais passer sur la sylviculture parce que je pense que tout le monde a une idée de en quoi ça consiste. Donc, c'est la production de bois. Donc, c'est une filière en Nouvelle-Calédonie qui est à l'origine portée par les collectivités qui continue plus ou moins en fonction de la province Sud ou la province Nord. Donc, dans le sommaire, nous allons voir donc, un état des plantations sylvicoles gérées en province Nord et Sud. Ensuite, nous verrons les incidences au niveau des massifs forestiers des incendies. Nous continuerons avec les stratégies adoptées par la province Nord et la province Sud sur leurs massifs. Et avec Samuel, nous avons réfléchi sur les pistes d'amélioration au niveau de la prévention, voire de la lutte, voire d'un cadre global des incendies dans le domaine de la sylviculture. Donc, les massifs de la province Nord, enfin le massif de la province Nord, le massif principal géré par la province Nord, donc le plateau de Tango, avec 2500 hectares plantés, et le massif de Néoué pour 600 hectares, constitué majoritairement, voire principalement, par du pin des Caraïbes. Les essences locales ayant disparu, les essences locales qui ont été plantées, je suppose, dans les années 60, 70, voire 80, ont toutes disparu. Pour ce qui est de Sud Forêt intervenant en province Sud, donc le massif géré regroupe les périmètres du Grand Sud, de Moindou et de Col d'Amieux pour une superficie totale de 2200 hectares, dont plus de 600 hectares d'espèces exotiques et 1500 hectares d'espèces locales, donc kaori, pin colonné, arsental. Les plantations incendiées donc pour Sud Forêt sur une dizaine d'années, donc c'est la période sur laquelle on a le retour ou l'inventaire le plus exhaustif possible, puisqu'avant, il faut qu'on retrouve les archives, c'est pas aussi évident, donc les chiffres que l'on a, donc c'est
près de 146 hectares de parcelles sylvicoles brûlées, parcourues par le feu en 10 ans. Donc c'est 50 hectares pour le pin des Caraïbes et 96 hectares par les espèces locales. Et l'histogramme sur votre droite illustre le sort qui a été réservé aux parcelles, aux arbres, suite aux incendies. Donc sur l'histogramme de la barre de gauche, en vert, c'est les arbres qui ont fait preuve de résilience et qui ont continué leur croissance au bout de quelques années, de quelques mois, voire de quelques années. En rouge, c'est les arbres qui sont morts. Donc l'histogramme de gauche, la barre de gauche, c'est les espèces exotiques et la barre de droite, les espèces locales. Et on voit que sur les surfaces parcourues, les espèces locales, à plus de 80%, sont mortes. Contrairement aux espèces exotiques constituées majoritairement de pins des Caraïbes, ont fait preuve de résilience et ont redémarré au bout de quelques années. Donc, sous gestion de la province Nord, donc le massif de Tango a vu près de 165 hectares par an, on voit encore, je suppose, près de 165 hectares par an qui sont parcourus par les incendies. Et l'inventaire de 2003-2004 a mis en évidence que l'ensemble du massif a été parcouru au moins une fois par les incendies, ce qui est assez choquant quand j'ai vu ça. Donc les origines, bien sûr, sont diverses, on a pu l'évoquer, mais c'est principalement d'origine humaine, donc depuis les accès au sein des massifs en rapport avec les actions de chasse, comme on a pu le voir. Je passe la parole à mon collègue. Merci. Tu veux le micro? Il pas le micro pour le monsieur. Accroche-le, Moustapha. Ça n'est rien. Ok, donc bonjour Samuel, service forêt, ou plutôt service milieu et ressources terrestres maintenant de la province Nord. Donc dans la continuité de la présentation, on va évoquer tout ce qui est incidence pour les massifs forestiers. Alors c'est vrai qu'il a été beaucoup question, voire quasiment exclusivement question des impacts sur la partie environnementale, et que là forcément on touche plus à tout ce qui est impact économique lié à une activité économique et une filière en l'occurrence. Donc sur les impacts justement économiques, ça provoque lorsque les incendies traversent les peuplements, traversent les parcelles en gestion, des frais de remplacement, comme c'est indiqué là, qui sont pour Sud Forêt de plus de 65 millions sur 10 ans pour le renouvellement des parcelles qui ont été perdues tout simplement. Une mobilisation de moyens humains sur la problématique incendie, puisque le travail qui peut être mené pour faire en sorte que les incendies aient le moins d'impact possible, eh bien ça provoque forcément des travaux à mettre en place et des partenariats avec les acteurs principaux, de façon à tenter de minimiser au maximum l'impact économique que peuvent avoir les incendies sur les zones plantées artificielles et destinées à de l'exploitation et à de la transformation. Et puis donc ça peut être aussi des impacts directs, pas que pour les gestionnaires que nous sommes avec Sud Forêt, mais pour les exploitants forestiers, avec des pertes, des journées de travail qui peuvent être perdues entièrement ou un manque à gagner quand il y a un incendie qui traverse une parcelle où l'entreprise est en train d'exploiter par exemple, tout simplement. Et pour les gestionnaires, nous également, c'est une perte de ressources pure et dure si vraiment un peuplement devait être brûlé entièrement, jeune peuplement pour le coup, ou même des peuplements plus anciens quand il s'agit d'essences locales. Et puis ça a des incidences indirectes, le fait d'être obligé par exemple de reprendre des entretiens de voirie à cause des incendies qui érodent toute la partie superficielle du sol, de grosses pluies et intempéries derrière. Et en termes de conséquences, bien entendu, un éboulement des matériaux de surface et qui peuvent dégrader les voiries qui sont nécessaires, bien sûr, à la partie exploitation. Et également la mise en place d'actions dédiées sur les massifs pour éviter ce genre de choses et pour favoriser, pour le coup, la gestion. Donc sur les massifs gérés, oui, comme c'était dit. Et puis enfin une diminution aussi pour les incidences économiques, une diminution de la valeur vénale des forêts. Donc incidence également sur le plan sylvicole, ça peut être des pertes directes de bois brut, on l'a évoqué quand ce sont de jeunes peuplements. Pour Sud Forêt, il y avait un exemple de 24 000 m3 sur 10 ans qui ont été perdus, très concrètement.
Et puis ça va être des pertes de qualité, c'est plus difficile à ressentir, c'est plus difficile à voir, c'est au moment de la transformation des arbres, de l'abattage et de la transformation, ça va être des pertes de qualité sur la ressource, et particulièrement, c'est la photo qui a été mise à côté. Donc tout ce qui va être épanchement de résine, le pinus qui est donc introduit, parce que là c'était un exemple de pinus, hein, va avoir tendance à résister au feu quand il est mature et grand. Par contre, l'échauffement qui est produit à la base, quand le feu courant justement passe dans les parcelles, eh ben, ça a tendance à provoquer un dégagement de résine dans la partie basse du tronc. Et très concrètement, en termes de perte de ressources sur cette espèce-là notamment, ça se caractérise par des épanchements de résine qui sont des pertes brutes parfois de matières premières pour les scieurs, qui sont obligés de purger ces espaces-là parce que ce sont de la ressource et du bois qui ne peut pas être valorisé a posteriori, quoi, ou du moins beaucoup plus difficilement. Et puis enfin, on n'occulte pas, bien qu'on là on évoque beaucoup l'aspect plutôt économique de la chose et l'impact que ça a sur une activité économique, sur une filière, on n'occulte pas bien sûr les impacts écologiques que ça peut générer, et au sein même des massifs, donc en gestion en l'occurrence, hein, avec des pertes de biodiversité, et puis donc, comme c'était évoqué tout à l'heure, une érosion, dégradation de l'environnement au sein des plantations, avec l'incidence économique qu'on évoquait par rapport à tout ce qui était voirie, mais une perte de biodiversité aussi potentiellement dans les forêts-galeries qui sont au sein des parcelles qui peuvent être plantées dans les massifs en question. Donc, stratégie adoptée, comment on prend en compte, ou du moins on essaye de prendre en compte le risque incendie dans les gestions sylvicoles des massifs. Donc là, sur le cas spécifique du plateau de Tango, alors je ne vais pas faire un parallèle exactement avec la présentation de Vincent hier pour la province Sud, puisque nous, on n'a pas adopté des plans de massifs à proprement parler. On s'est attelé, sur le cas du Nord et de Tango en l'occurrence, à la mise en place d'un plan d'action qu'on va qualifier de pragmatique par rapport spécifiquement à ce massif-là et à la valorisation économique qui en ressort du fait de la ressource présente. Et donc pour ce cas spécifique en province Nord, ce n'est pas quelque chose qu'on généralise à l'échelle de la province autrement, mais il y a un plan d'action qui a été mis en place, risque feu de forêt, donc qui est propre à ce massif-là, où on aborde tout ce qui est prévention, anticipation, prévision, lutte sur les feux actifs et retour d'expérience. Alors bien sûr, on ne fait pas ça tout seul, ça va de soi. Il y a des partenaires qui sont dans la salle. Je vais citer le centre de secours de Connay-Point-Goutte forcément, la sécurité civile avec Philippe Boisma dans le Nord. Et il y a une trentaine d'actions qui ont été identifiées. Et on travaille avec d'autres partenaires de façon un petit peu plus large, de façon à tenter à le mettre en œuvre maintenant, de façon à préserver justement la ressource dans un premier temps et destinée donc à la transformation et à la valorisation. Et donc c'est une stratégie particulière qui a été partagée et validée avec les acteurs que j'ai cités notamment, mais de façon plus large avec d'autres acteurs, au travers de moyens humains et matériels, alors, moyens constants, hein, on n'a pas été chercher d'autres moyens au-delà de ceux qu'on avait déjà, et on fait ce qu'on a justement, que ce soit au niveau de la province, mais même avec les partenaires de la lutte particulièrement. Et donc, par exemple, on a pu mettre en place des formations avec la sécurité civile, de façon à ce que les collègues provinciaux, les prestataires, l'exploitant qui travaille sur le massif, eh bien, soient sensibilisés au fait de signaler, justement, on en a parlé ce matin aussi, mais tout ce qui était incendie sur cet espace-là spécifiquement, de façon à ce qu'ils puissent prévenir au plus tôt. Donc il y a une petite formation de dispensés, ça leur permet de savoir détecter, selon le type de fumée, qu'est-ce que ça peut être comme risque d'incendie, et puis de connaître les messages principaux à faire passer quand on appelle un centre de secours derrière, de façon à être le plus précis possible pour que la réponse puisse être adaptée aussi au cas qui est rencontré. Voilà, la formation avait permis d'utiliser aussi le guide pratique de la prévention des feux de végétation. D'autres actions avec les partenaires, c'est l'aménagement de certains points d'eau naturels dans le massif en question, de façon à ce que ça permette la lutte active le cas échéant. Donc là, il y avait eu des travaux qui avaient été menés de façon à préparer des points d'eau pour permettre facilement le pompage, donc aménagement de la zone de pompage. Et puis donc directement un test avec le camion de sécurité civile en l'occurrence pour voir si c'était fonctionnel et si ça répondait bien aux besoins de façon à être plus efficace le moment venu en cas de lutte nécessaire, quoi. Et puis donc voilà, sur un feu actif. Et intégré au plan d'action en province Nord, donc ça passe par de la protection ciblée des espaces à enjeu. Et donc là il y a une carte que vous ne verriez peut-être pas trop bien, mais en fait le pointeur il est là.
Ici, on a en rouge un peu les parcelles qui viennent tout juste d'être plantées, puisqu'on est dans le cadre d'une filière économique, forcément. Donc il y a le renouvellement du massif derrière pour continuer d'alimenter de façon cyclique la scierie qui en bénéficie aujourd'hui. Et donc forcément, les jeunes parcelles de pinus, celles qui sont donc ici, comme je vous le disais, sont particulièrement exposées au risque incendie. Et on considère que ce sera encore le cas jusqu'à l'âge de 4 ans en gros. Donc la stratégie qui a été développée et validée avec le centre de secours de Pointe-Bout-de-Côné et la sécurité civile, dans la mesure où on ne peut pas faire intervenir justement les pompiers systématiquement parce qu'ils ont d'autres prérogatives par ailleurs, on a ciblé les espaces particuliers les plus vulnérables de la gestion du massif, de façon à fournir tous les ans une carte à jour au centre de secours qui lui indique les jeunes parcelles, donc celles qui sont vraiment les plus à risque. Et tout autour, ça ne se voit peut-être pas trop bien à l'écran non plus, mais il y a 3 ronds différents. Donc il y a un rond de 1 km à proximité immédiate des parcelles. Il y en a un autre plus large de 3 km ici, et un dernier de 5 km là. Et donc, selon ce qu'on appelle une zone de vigilance, en fait, et selon l'endroit où pourrait se trouver un feu déclenché, eh bien, on va être vigilant de notre côté au niveau province. Quand il va commencer à rentrer dans une zone de 3 km, on va commencer à prévenir les centres de secours de façon à leur dire « attention, il y a un feu actif » et ça pourrait avoir un impact sur les parcelles qu'on cible particulièrement en protection. Et puis, dans la zone rouge toute proche, eh bien, on essaie de voir avec le centre de secours s'il peut déjà prépositionner des moyens de façon à lutter contre l'incendie en cours. Dans le plan d'action Provence Nord également, il y a, sur ce massif spécifique, encore une fois, c'est pas autre chose qu'on fait ailleurs, il y a la sensibilisation des intervenants, comme ça a été montré au travers des photos, et des prestataires, s'assurer de l'opérationnalité des infrastructures et des moyens de lutte, qui sont très restreints encore à l'heure actuelle, mais en tout cas, c'était l'image également des points de pompage naturels, par exemple. Et puis anticiper les risques incendies. Il y a une trentaine d'actions, comme c'est indiqué au-dessus, et qui ont vocation donc à faciliter l'anticipation du risque. Alors, je n'évoque pas là la partie prévention parce qu'on a tout juste commencé à tenter de la mettre en place, mais ça fera partie, bien entendu, des axes qu'on va essayer de développer et d'approfondir, de façon à éviter, parce que ça a déjà été dit aussi tout au long du forum, qu'il y ait un feu au départ. Le feu, ce qui n'est pas mis, c'est celui qui est le plus facile à traiter, bien entendu. Donc voilà en gros les principales actions. Et sur ce massif, et je vous repasse la parole à Olivier. Merci. Je te dis ça. Donc suite à la prise en compte effectivement de Sud Forêt du risque incendie, on n'est pas fataliste, mais on est conscient que ça brûle, malgré les moyens que l'on mettra, ça continuera à brûler. Donc Sud Forêt a décidé d'être vraiment acteur de la prévention et de la lutte contre les incendies. Et donc le critère incendie dans les décisions d'aménagement est devenu prépondérant, bien sûr, dans le choix des espèces, des itinéraires, des sites de plantation. Donc, ça se traduit dans des actions de prévention. Donc, les espèces, on va dans certaines zones à fort risque d'incendie de type la plaine du champ de bataille, on va privilégier des espèces, les espèces les moins sensibles, donc les espèces exotiques. Ce n'est pas parce qu'on veut planter. Si on veut poursuivre notre activité, il faut que l'on plante des espèces les moins sensibles pour qu'elles puissent, pour avoir du bois in fine. Donc on va privilégier ces espèces-là. Ça a un impact, c'est que ça réduit malgré tout le panel d'espèces sylvicoles et donc la variété des produits bois qui vont être proposés, amenés sur le marché in fine. Et ça nous empêche de valoriser les espèces locales, type kauri, araucaria et bien d'autres, dans la sylviculture. Donc on se rabat vers des espèces exotiques. Pas partout, hein. C'est dans des zones à fort risque comme le plaine du champ de bataille. Ensuite, on développe aussi des plantations, on essaie d'optimiser les déplacements, les rationaliser les investissements. Donc on concentre les plantations autour des massifs existants. On essaye encore une fois de concentrer les investissements, les plantations autour de zones existantes. Donc
ça a pour conséquence de se fermer, fermer l'accès à d'autres sites qui pourraient être meilleurs pour la plantation, pour les plantations, pour la croissance des plantations. Et ensuite, on affecte, et ça c'est un gros poste budgétaire, on affecte des ressources supplémentaires au réseau de défense contre les incendies. Donc, qu'est-ce que pour nous le réseau de défense contre les incendies? C'est tout ce qui est réseau de pare-feu, réseau de pistes, les procédures que l'on met en place, les formations, les équipements, les EPI, les équipements de véhicules, les partenariats avec notamment la sécurité civile ou la commune du Mont-d'Or. Donc, ça fait partie de ce qu'on appelle le réseau de défense des incendies à Sud-Forêt. Et donc, c'est des budgets qui sont alloués, ça mobilise de la trésorerie tous les ans, donc pour environ 3 millions de francs. Donc, ces 3 millions de francs, comme les 65 millions de pertes, de pertes liées au remplacement des parcelles, c'est de la trésorerie pour Sud-Forêt que l'on pourrait mettre dans le développement de plantations, de la sylviculture, mais que l'on mobilise pour lutter contre les incendies, pour lutter ou pour prévenir les incendies. Donc les pistes d'amélioration que nous avons identifiées avec Samuel, donc pour ne pas avoir anticipé le risque à lutter et engager les moyens, donc c'est accentuer effectivement la sensibilisation auprès des usagers, des riverains de nos massifs, lors des tournées forestières que l'on fait ou lors de tournées de permanence, parce qu'à Sud-Forêt, pendant la période de SAF, pendant la SAF, nous avons des salariés de Sud-Forêt qui tournent dans le Grand Sud, notamment les week-ends, pour faire office de sentinelle, mais aussi pour avertir les riverains, les usagers de nos massifs du risque et leur demander d'éviter d'utiliser le feu. Une autre piste, c'est le risque incendie est un frein majeur au développement de la filière, notamment ça refroidit des investisseurs. Les seuls qui sont prêts à investir dans la forêt aujourd'hui, c'est les collectivités. Si on veut des investisseurs privés, le risque incendie est le frein majeur. Quand on demande à quelqu'un d'investir, la première chose qu'il fait, c'est comment le feu chez vous. À Sud-Forêt, la valeur vénale, la valeur de nos plantations est dépréciée de plus de 10% à cause du risque feu. Voilà, il y a une valeur qui est donnée annuellement par un expert, et bien il affecte une dépréciation de plus de 10% à cause du risque feu. C'est les incertitudes de l'avenir de nos plantations à cause du risque feu. Donc voilà, ce qu'il faudrait, c'est alléger ou faire en sorte que les coûts ou les dépréciations ou les coûts liés au risque feu puissent être allégés pour le sylviculteur. Ça passe aussi par éventuellement des dommages-intérêts versés par les incendiaires aux sylviculteurs. À ce jour, nous avons porté 2 plaintes 2 fois. Il n'y a jamais eu de suite. Jamais eu de suite. Bon, voilà. Bon, mais oui. Il était là, mais bon. Il est parti, mais voilà, c'est une piste de réflexion quand même pour le sylviculteur, pour les investisseurs, quand ils peuvent bénéficier de dommages-intérêts pour reconstituer leur forêt, ça peut aider au développement de la filière. Ensuite, c'est une piste que l'on voit, mais je crois que ça existe déjà. J'ai entendu Gilles Monteferrario en parler de l'annuaire des entreprises, des entreprises annuaires des, je crois comment il appelait ça, un annuaire, une liste de crises, voilà, où il répertorie les entreprises ou les personnes volontaires pour aider en cas d'incendie. Donc, c'est de créer une liste d'entreprises volontaires qui puissent mettre à disposition du matériel lourd. Je ne parle pas des seaux-pompes ou des tuyaux, mais du matériel lourd comme des charrues, des bulles, des arroseuses, des entreprises, des contacts qu'on aurait avec les sapeurs-pompiers pour appeler les entreprises. Et ensuite, à une échelle plus générale, donc envisager d'homogénéiser le contenu des arrêtés municipaux réglementant l'usage du feu pour une meilleure visibilité en fonction des communes, ce n'est pas évident.
et ensuite clarifier l'incidence, l'imbrication des différents textes réglementaires pris par les collectivités. Voilà. Merci de votre attention. Bonjour à tous. Pearl Winchester, du coup, d'Avar, service de l'eau. Et je présente aujourd'hui, avec beaucoup de fierté, avec Hubert Géraud du WWF. Donc déjà, je voulais tous vous remercier d'avoir tenu jusque-là pour nous écouter. Je vais faire vite. Donc, moi, je suis venue parler de la politique de l'eau partagée, la PEP, c'est son petit nom qu'on lui a donné. Donc, je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais vous allez en entendre parler. Donc, la politique de l'eau partagée, c'est un processus qu'on a démarré il y a longtemps. Ça a démarré en mai 2008 avec les assises de l'eau à l'époque par le CESE. On a repris les travaux l'année dernière, notamment avec le forum H2O que vous avez dû... Soit vous étiez là, il y a de nombreuses personnes qui étaient présentes, et qui a abouti cette année à l'approbation du schéma d'orientation qui a été approuvé par le Congrès le 19 mars de cette année. Donc la PEP, qu'est-ce que c'est ? La PEP, qu'est-ce que c'est ? En fait, l'objectif de la politique de l'eau partagée, c'est de maintenir l'équilibre entre les Calédoniens, l'eau et l'environnement. Donc, je vais faire vite. Dans notre schéma de la PEP, on a défini 6 orientations stratégiques, 3 objectifs transversaux et 2 autres qui sont en cours de travaux pour justement consolider et pérenniser l'équilibre qui existe entre les Calédoniens, l'eau et l'environnement. Donc le premier objectif stratégique de la PEP, c'est la protection. On a fait des super jeux de mots en plus. Donc OS1, objectif stratégique numéro 1, sanctuariser nos zones de captage, nos ressources stratégiques, préserver nos milieux à échéance 2023. On y reviendra après, notamment avec Hubert. Objectif stratégique numéro 2, optimisation. Donc là, l'objectif, c'est fournir 150 litres d'eau potable aux Calédoniens. Donc c'est par personne, par jour, à échéance 2025. OK ? Pourquoi 150 litres d'eau par jour ? Ça, c'est la question qui revient. C'est un objectif réaliste et qui est adapté aux multiples complexes locaux. Et en fait, ça couvre tous les besoins journaliers et un petit peu plus. L'objectif stratégique numéro 3, aux citoyens. Donc en fait, là, c'est tout ce qui est sensibilisation autour de l'eau. Il faut quand même savoir qu'il y a de nombreuses communes où les gens ne payent pas l'eau. Et donc forcément, on a un cercle vicieux, paye pas l'eau, surconsommation, difficulté à approvisionner, eau de mauvaise qualité, je paye pas l'eau, bref. OK ? Du coup, la sensibilisation pour essayer que les gens consomment moins et ensuite polluent moins aussi. Objectif stratégique numéro 4, zéro pollution. Donc voilà, je viens d'en parler. Objectif, s'orienter vers le zéro déchet, le zéro rejet d'eau non traitée à échéance 2045. C'est à la fois assainissement, à la fois aussi tout ce qui est impact. Je vous dirais mine, par exemple. Objectif stratégique numéro 5, la valorisation. Donc là, c'est plus l'aménagement. Donc mettre l'eau au centre de tous les projets d'aménagement, habitation, développement économique. Donc on est sur la planification. OK. Objectif stratégique numéro 6, mieux maîtriser l'eau pour augmenter la production agricole, échéance 2030. Donc ça, c'est pour rejoindre les objectifs d'autonomie, d'autosuffisance alimentaire. Les agriculteurs nous ont bien dit, mais nous, l'autosuffisance alimentaire, c'est génial, mais tant qu'on n'a pas d'eau, on n'y arrivera jamais, c'est nous qui vous le disons. Ces 6 objectifs stratégiques s'appuient aussi sur 3 objectifs transversaux. Donc, le premier, c'est le juridique. Avoir une loi sur l'eau, donc mettre en place un cadre juridique, parce qu'on s'est rendu compte quand même que il manque des normes, il manque des règles, il manque beaucoup de choses sur la partie juridique pour ce qui est de l'eau en Calédonie. Un deuxième objectif transversal, c'est tout ce qui est la data, la donnée. Donc là, l'objectif, c'est améliorer les connaissances et améliorer le partage des données pour justement mieux préserver, planifier et piloter. Et le troisième, c'est améliorer la formation, donc développer les compétences de tous les acteurs. Parce qu'aujourd'hui, on se rend compte aussi
que les communes n'ont pas forcément autant de compétences que dans les institutions type province ou gouvernement, et il faut qu'on réussisse à mieux mutualiser tout ça. Donc ça, ce sont les grands objectifs stratégiques et transversaux de la politique de l'eau. Ça se décline en objectifs ensuite opérationnels et en actions. Il y a 709 actions, bon, ben, je ne vais pas toutes vous les passer. Elles sont dans le super schéma d'orientation. Normalement, il en restait, hier le carton a dû rester là, alors je ne sais pas, il doit y en avoir par là, sinon j'ai des petits flyers. Du coup, aujourd'hui sur la protection, pour essayer de faire le lien entre pourquoi je suis là aujourd'hui, la politique de l'eau partagée et les incendies, c'est que dans la partie protection, sanctuariser nos zones de captage et nos ressources stratégiques, on avait établi le diagnostic, notamment grâce au WWF, qu'on a quand même 90% de nos périmètres de protection des eaux qui sont dégradés par les feux et les espèces exotiques envahissantes, qu'on a des choses qui sont pas bonnes. Du coup, je vais passer la parole à Hubert pour la partie justement captage. 90% sur lesquels on peut rajouter les lignes aussi, hein, puisque c'est une analyse spatiale avec des images satellites qui prennent en compte toutes les raisons de la dégradation. Donc le schéma... Désolée, je t'abuse. Non, je te... Je reste là, vas-y. Alors, ouais, c'est ça. Donc le schéma, le montre, on l'avait sorti en 2016, je ne reviens pas sur la méthode. On a rajouté depuis, la carte va être réactualisée avec tous les nouveaux périmètres de protection de captage qui ont été validés. Les chiffres ne changent pas. On a 90% des surfaces de périmètres de protection de captage d'eau qui sont dégradées, c'est-à-dire qui ne fournissent pas de manière optimale le service d'approvisionnement en eau. Donc, quelques exemples pour montrer le lien entre les périmètres de protection de captage qui sont des biens de production, de l'eau. Et quand on parle d'aspect économique, on ne fait pas d'industrie sans eau, on ne fait pas d'agriculture sans eau, on ne fait pas de tourisme sans eau, on ne construit pas un lotissement sans eau. Donc c'est bien un bien qu'on doit classer dans la partie numéro 2 de la hiérarchie d'action. Là par exemple, on est sur le feu de la montagne des sources. Donc si tu peux cliquer. Qui avait mangé 17% de la surface du périmètre de protection de captage de la première ressource en eau de Nouméa, à savoir la Dimbéa. Donc vous voyez ici la limite du périmètre, avec les captages qui est là, et le feu qui est descendu, qui a été stoppé, mais qui est allé jusqu'à la rivière, jusqu'au fond de la vallée, et qui a dégradé donc, cette superficie. Vous allez voir juste en image, j'en ai mis juste une après. Voilà le résultat du passage du feu de la montagne des sources. Donc on le voit tout de suite avec destruction de structures forestières et paraforestières qui restaient, et également des décrochements de sol. On va voir après la conséquence économique de ça. Ensuite, autre exemple, là on part, et c'est partout pareil dans le pays, là on est ici à Boulou-Paris, dans la tribu de Winnané, où là vous avez, alors vous voyez mal, mais là vous avez un réservoir et vous avez un captage. Et là, un feu qui a couru pendant 3 semaines et qui a complètement dégradé la couverture herbacée, forestière, paraforestière de ce flanc. Le résultat, c'est que leur captage, il est continuellement engravé à ras la gueule de gravier. C'est-à-dire, dès qu'il y a une moindre petite pluie, l'eau au robinet est dégueulasse. Autre exemple, là on est à Bourail, chez Roberto Mico qui était parmi nous hier. Eh bien, végétation brûlée, rebrûlée, rebrûlée, avec des phénomènes de décrochement et un ancien captage complètement abandonné. On part maintenant sur la côte Est, on est à Thio. Donc voilà, un nouvel aménagement pour approvisionner la population en eau, c'est Borindi. Et juste un petit peu après, voilà, il a été inauguré, il a été brûlé. Et le périmètre de protection de captage d'eau, ça fait partie de l'infrastructure d'approvisionnement en eau. C'est-à-dire qu'il n'y a pas qu'un tuyau qui amène l'eau aux gens, il y a toute une infrastructure, un bassin versant, qui fait le travail de réceptionner l'eau, de la filtrer, de la stocker et de la redistribuer. Dernier exemple, Tontouta, le feu dont on a entendu parler, donc qui est parti de la RT1, qui a brûlé pendant plusieurs semaines et qui était sur une zone plane de Savane-Niaouli, qui est parti dans les contreforts et qui est rentré dans le périmètre de protection de captage de la Tontouta, deuxième ressource en eau du Grand Nouméa. Alors ça peut paraître petit, sauf que c'est à proximité de la prise de captage. C'est pas comme si c'était aussi tout au fond
du périmètre de protection de captage, donc ce qui fait que ça peut avoir une incidence assez rapide sur les phénomènes de boue et de matière en suspension. Non. Donc pour vous parler de la conséquence de la perte de ce service de stabilisation des sols que rend la forêt sur les périmètres de protection de captage, je vous en cite 5. Le premier, c'est l'augmentation des traitements de l'eau. Plus une eau est sale et plus il faut la traiter. L'augmentation de la fréquence d'entretien. Plus les bassins de réception de l'eau se remplissent, plus il faut les curer. L'utilisation d'une autre ressource. Il faut savoir que donc on a construit le barrage de la Tontouta pour le Grand Nouméa. À la base, la Dimbéa avait une capacité, depuis 1970, elle a perdu un tiers de son volume utile en eau potable, du fait de la sédimentation. Donc plus on dégrade la capacité d'un captage à fournir de l'eau, plus on va être obligé d'aller chercher une autre ressource. Également, les conséquences, c'est la pénurie d'eau. Dans certaines tribus, ça arrive, on approvisionne à certains moments de l'année avec des camions-citernes, et ce n'est pas que des tribus, c'est aussi des hôtels à l'île des Pins. Et puis avec AP, on verra bientôt dans quelques décennies ce qui peut aussi arriver. Vous avez, alors ça ne marche plus, et en bas vous avez aussi le risque sanitaire. Le risque sanitaire, c'est pas seulement d'avoir de la matière en suspension dans l'eau, qu'elle soit trouble, c'est le traitement de l'eau avec de la chloration, du chlore, mélangé à des matières en suspension, à de la boue. Et le mélange des deux, ça peut produire des trihallométhanes qui sont des molécules cancérigènes. Et plus il y a de matière en suspension, plus la température est haute et plus le pH est haut, et les eaux en Calédonie sont relativement basiques, eh bien, on obtient des trihallométhanes, donc un risque sanitaire. Voilà, une épée de Damoclès, parce que c'est quand même des cancers, ce dont on parle. Et puis, on va finir juste quelques exemples, parce que là, mais c'est important de le partager un peu avec vous. On a fait une étude avec une stagiaire et le soutien de la DAVAR et des communes qui, pour un tiers d'elles dans le pays, ont joué le jeu de nous fournir leurs données de suivi de la qualité d'eau et des problèmes qu'ils avaient dessus. Ce qui ressort, en tout cas, c'est que 80% des captages présentent des risques de turbidité élevés après les fortes précipitations. Donc ça, c'est quelque chose, ça montre bien le dérèglement par rapport aux 90% de surface dégradée. On est cohérent. Alors là, c'est un peu petit, désolé pour vous, c'est apparu différemment que sur ma slide. Sur coût de fonctionnement, par exemple, montée à Nouméa, quand il y a eu de la matière en suspension, il faut utiliser des traitements avec des sulfates d'aluminium. En 2017, par exemple, la CDE nous avait dit que ça leur a coûté 3 millions supplémentaires dans cette station de traitement pour pouvoir baisser le taux de matière en suspension. La station de décantation à l'échelle de la Grande Terre, s'il fallait remplacer le rôle de décantation des captages d'eau par les forêts, c'est 4,3 milliards de francs d'investissement et 262 millions en fonctionnement. D'autre part, si on avait à curer la retenue du barrage de la Dimbéa, c'est près d'1 milliard de francs, à raison de 3 000 francs le mètre cube à évacuer. Je peux avancer. Autre coût, donc l'utilisation d'une autre ressource, si on a besoin, si on a un captage qui se dégrade, par exemple Tontouta, parce que la Dimbéa se dégradait, ça a été 7 milliards d'investissements et alors l'eau de la Dimbéa, elle arrive par gravité à Nouméa. Donc il n'y a pas besoin, on la laisse juste, on ouvre les tuyaux et ça descend à Nouméa. Par contre, la Tontouta, on est plus bas, donc il faut mettre près de 10 millions de francs pour relever l'eau et l'amener à Nouméa. De la même manière, les usines de dessalement, si on doit remplacer une ressource, alors UVA, ils n'ont pas d'autres ressources, ils n'ont pas le choix, c'est 120 millions par usine, et ça a été discuté à l'île des Pins, alors que l'île des Pins a des périmètres de protection de captage d'eau. Mais les périmètres de protection de captage d'eau, j'aurais pu vous faire voir une carte que m'a filé Pearl, il y en a un des deux qui est complètement passé au feu.
Et donc les gens, je crois que c'est pour le Méridien, ils ont fait une étude de faisabilité d'une unité de dessalement pour le Méridien, alors que leur plateau leur fournissait avant gratuitement de l'eau. Il va falloir payer maintenant. Si on doit avoir une autre ressource, distribution par camion-citerne, c'est 500 francs le mètre cube, au lieu de l'avoir au robinet. Et puis dans certains cas extrêmes, eh bien, si on part sur les bases OMS de 20 litres par personne, et ça arrive dans des cas extrêmes, après des cyclones, des choses comme ça, ou des grandes sécheresses, c'est 3 millions de francs pour 1000 habitants. Une dernière slide. Ah, c'était la dernière, autant pour moi, d'accord. Donc, on a d'autres exemples comme celui-ci, mais pour vous montrer que l'impact des feux sur les périmètres de protection de captage, c'est pas que de l'écologie, c'est vraiment la destruction d'un bien stratégique pour le pays. Il n'y a pas un pays du Pacifique qui va pouvoir se passer d'eau. Et dans le contexte actuel, on a intérêt de davantage considérer ça comme une cible urgente, cruciale. On peut se passer de nickel, on ne se passera pas d'eau. Merci. Du coup, juste pour terminer sur la PEP, je vais vous parler un petit peu de sa mise en œuvre quand même, parce que maintenant qu'elle a été votée, voilà comment on s'organise. Donc en fait, l'organisation pour la suite, pour la mise en œuvre de la politique de l'eau partagée, c'est la création d'un comité de l'eau composé d'élus politiques qui assure du coup le portage politique et le pilotage politique. Une autre chose qui a été votée, c'est l'instauration d'un forum annuel de l'eau, sur le même principe du forum qui a lieu aujourd'hui. Pareil, on organisera un forum annuel de l'eau pour justement se rendre compte des actions qui ont été menées et faire un point. Donc, pour cette année, le forum annuel serait prévu mi-novembre. On n'a pas encore commencé l'organisation complète, mais en tous les cas, on s'est fixé mi-novembre de faire un premier point avec tous les acteurs de l'eau sur les premières actions qui sont menées. Et du coup, aujourd'hui, la mission interservice de l'eau, parce qu'il faut le savoir, en fait, l'eau est partagée entre plusieurs institutions. Les compétences sur l'eau sont partagées entre plusieurs institutions. Aujourd'hui, moi, je suis le gouvernement, je viens vous présenter parce qu'on est propriétaire de la ressource rivière. Mais dès qu'elle rentre dans le robinet, c'est plutôt la DAS qui est responsable de la partie réglementation. Tout ce qui est distribution d'eau potable, c'est les communes. Et on a les provinces qui sont responsables justement des autorisations de prélèvement ou des entretiens, des curages, etc. Donc du coup, nous, on s'est mis en ordre de marche là pour la mise en place de la politique de l'eau. Donc en fait, on a créé des groupes de travail par OS, des groupes de travail par OT. Et on est en train de créer un groupe de travail avec une approche intégrée, donc une approche plutôt de terrain, pour justement réfléchir aussi, pas qu'entre administratifs, mais voir aussi sur le terrain qu'est-ce que c'est qui peut être fait, etc. La bonne nouvelle pour nous, c'est aussi qu'on a le projet Protège, porté par la CPS, qui a démarré l'année dernière et qui se lance là maintenant. Et donc, qui va permettre d'apporter un peu de budget, parce que c'est un peu le nerf de la guerre. Donc il y a des actions issues de la PEP qui ont été inscrites dans le projet Protège et qui vont permettre de mettre le pied à l'étrier, au moins sur certaines choses, notamment de la restauration de bassins versants dégradés et de la définition de ressources stratégiques. C'est-à-dire qu'une fois que les ressources elles ont été définies comme stratégiques, on pourra par exemple mieux appuyer le fait que ce soit des biens et non plus juste de l'environnement pour les incendies. Voilà, je crois que j'ai tenu le quart d'heure prévu.